there are cases that are not explainable in conventional terms. That have been made by credible observers of relatively incredible things. When we got right up to it, it lit up. Was this a warning? Was this an attempt to communicate? Felt scared. I was running and playing, and then I saw this maroon color in the sky. It was not anything from this earth. He was looking at all of us. Maybe they're trying to communicate. They were reaching out to us. There is an immense array of unanswered questions and an urgent need to get to the bottom of it. The public has a right to know. My gosh, look at that thing. The question is no longer if they are here, but why. What are they doing? What do they want from us? What are their motivations? For over 75 years, there have been sightings in the sky. The UFO shut down several missile silos in Montana. Thousands of witnesses worldwide. It had to be a data collection. I'm sure they scanned the warhead. Just kind of hovering there. It never changed its longitudinal axis. And then it goes poof and it takes off the side. And high-level cover-ups. The government was covering up what happened at Roswell. Hiding these dark secrets. I was told there wasn't anything there when I knew there was. People need to know there is something else out there. Yes, there had been visitation, crashed craft, material recovered. Shouldn't we be spending some money to study all these phenomena? I knew this was breaking news for the front page of the New York Times. They were trying to communicate, trying to tell us something. Now it's time to tell people about it. These things are real. They're here. This is happening now. Lorsque j'étais pilote d'hélicoptère, que je faisais des missions de relevé, des missions biologiques, des missions géologiques et différentes missions, j'avais aussi des missions de représentation, eh bien j'ai été confronté à des phénomènes ovnis. J'étais au-dessus de la ville de Magé et j'ai reçu donc une information de la tour de contrôle qu'il y avait un objet volant non identifié qui était présent. Et donc je me suis porté sur place avec mon hélicoptère pour voir de quoi il s'agissait. On est dans l'axe nord de l'aéroport sur l'île du Gouverneur, donc il faut bien comprendre que cela peut gêner l'atterrissage et le décollage des gros avions de ligne. Tout retard dans les vols coûte beaucoup d'argent et le problème c'est qu'il y avait un écho-radar donc sur le tableau de bord des pilotes. Quelle était la taille sur le radar de cet objet volant non identifié que vous avez vu? Avec le radar d'un hélicoptère comme celui de la cour de contrôle, on peut déterminer la hauteur du vol, on peut déterminer sa vitesse et aussi sa taille. Donc on avait véritablement toutes ces caractéristiques. Nous sommes rendus sur place avec l'hélicoptère et évidemment il n'y avait rien. Alors nous avons interrogé la tour de contrôle et on s'est aperçu qu'à chaque fois que la tour de contrôle nous communiquait des positions, eh bien il semblait que l'OVNI les entendait et bouger lui-même, changer de position à une rapidité fulgurante. Les objets qu'on rencontre dans ce secteur, ils ont toujours à peu près la même taille, une taille patron qui est environ de 10 mètres de circonférence, ils sont tous absolument identiques. Les informations qui nous étaient données par la tour de contrôle sur son déplacement et notamment les vitesses de déplacement étaient absolument fulgurantes, hein. C'était de l'hypersonique, donc ça dépassait largement les capacités humaines de l'époque. En tant que pilote d'hélicoptère chevronné et militaire, quelles sont les conclusions que vous tirez de vos observations? Eh bien, sans aucun doute, ce sont des objets extraterrestres. Just fantasy. Caught in a landslide. No escape from reality.
Bonsoir, c'est Pascal Tréfingui. Ce soir, je vous présente Lucas. L'argent, c'est une chose, la morale, c'est une autre. Il y a la morale pour nous, et puis pour les autres, on va vraiment faire du fric sur leur gueule. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons parler de la théorie du choc, n'est-ce pas? Oui. Il l'a dit, oui. Ça, c'est le modèle de luxe. Pour les luxembourgeois, c'est plus difficile à plier, mais c'est plus agréable quand c'est introduit dans l'objet. Alors, viens mon petit coco, je t'attends, et je peux t'assurer que quand tu vas sortir, tu auras mal au cul pendant 6 mois. Et par 10 stratégies, qu'on appelle les 10 stratégies de la manipulation, les 10 stratégies des maîtres du monde, n'est-ce pas? Oui. Avec une goutte d'eau de javel à l'intérieur de la bouteille de 3 litres. Qui vont obéir, mais, n'est-ce pas? Oui, voilà. Soit les moutons noirs, qui vont faire des émeutes, et les autres moutons noirs à qui on a coupé les couilles, qu'on va mettre dans la police et l'armée. Voilà. Donc, posons-nous des questions sur la vertu de ces gens-là. Je t'invite. Mon nom est Joseph Spencer. Depuis 1979 jusqu'à octobre 1987, j'ai servi le gouvernement des États-Unis comme agent secret opératif dans une catégorie qui était un petit peu spéciale et un peu difficile à comprendre. J'étais ce qu'on appelle communément un man in black, un homme en noir. J'ai suivi un entraînement de 9 mois dans une agence de renseignement par la CIA et ensuite j'ai été intégré dans une nouvelle organisation. Je devais travailler dans un centre opérationnel de haute sécurité. J'étais conscient que je travaillais sur des sujets noirs, mais je m'en contentais. J'ai travaillé à un très haut niveau de secret, notamment avec le président des États-Unis, puis un certain nombre de personnes extrêmement importantes pour des sujets totalement illégaux et financés avec de l'argent noir, qui étaient des sujets soit de supervision, soit d'espionnage, soit d'intrusion dans des milieux. Le projet travaillait principalement sur les hautes technologies militaires, ce qu'on appelle maintenant communément la rétro-ingénierie, c'est-à-dire travailler sur des armes qui avaient été créés à partir d'objets que nous avions volés dans des crashs d'ovnis ou que nous avions récupérés sur des ovnis abattus par nos militaires. Quand ce virage s'est manifesté dans ma vie, j'étais sous la supervision de l'ATAM et du directeur exécutif de la CIA. En réalité, ils m'ont fait passer des entretiens psychiatriques et ils m'ont fait un véritable lavage de cerveau. Ils en ont profité parce que j'étais une personne qui avait aucun lien social, qui était un fils adoptif, donc j'étais complètement désocialisé. Donc j'ai fait de mon métier une espèce de sacerdoce que je devais servir. Alors ils ont commencé par me laver totalement le cerveau, en me faisant prendre toutes sortes de drogues comme le LSD, la mescaline, la morphine, du pentotal, de l'héroïne. Et donc ils m'ont complètement dépersonnalisé, lavé de cerveau et ensuite ils m'ont fait faire des régressions karmiques, des séances d'hypnose, d'amnésie, etc. afin de me reprogrammer et de faire de moi une autre personne, leur marionnette. Je suis devenu ce qu'ils appellent en réalité un homme en noir, un man in black. J'ai découvert plus tard que chez ces hommes in black, ces men in black, ces hommes en noir, il y avait d'autres catégories de personnes qui étaient un peu bizarres parce qu'elles avaient les yeux complètement remplis, elles n'avaient pas de blanc dans leurs yeux. Je m'en suis un petit peu inquiété au début, mais je me suis habitué et la réalité, c'était qu'il s'agissait d'êtres hybrides, humains extraterrestres, qui avaient été reconstruits à partir d'êtres retrouvés dans des crashs. Ça m'a habitué, c'est l'interaction entre les êtres extraterrestres et les humains. La plupart de mes activités d'ailleurs étaient d'aller sur des sites de crash, comme en août 1971 près des forces aériennes d'Edwards en Californie. J'ai eu là, il y avait trois êtres petits gris dont 2 étaient morts. Il y avait une femme humaine abductée, des humanoïdes semi-hommes, semi-humains qui étaient aussi présents. Il y avait aussi un extraterrestre qui était vivant. Les 2 humanoïdes algériens ont été transportés à la base. Je les ai pris en photo, j'ai vu aussi d'autres photos d'êtres extraterrestres.
Lorsqu'il y avait des témoins, eh bien, nous les éliminions avec ce qui ressemblerait à ce qu'on appelle de nos jours un taser, hein, y compris dans les victimes des crashs. On n'a pas hésité donc à torturer, à tuer un certain nombre de témoins, ça ne nous posait pas de problème, y compris des enfants et des adolescentes. Mais également Milton V. Gay, Claude Monroe, Anthony Vargas et la célèbre documentaire Samantha Willis. Quand j'ai vu que ça tournait mal contre Samantha, je l'ai étranglée. Elle a mis plusieurs minutes à perdre la vie. J'ai vu ses yeux me suppliant et puis je l'ai vu mourir. Et par la suite, j'ai eu des remords, je me suis senti mal. Le conditionnement mental, en fait, sautait par moments. Et je me souvenais du visage des personnes que j'avais assassinées. Et c'est ainsi qu'ils ont assassiné les ufologues. Oui, c'est comme ça, à Buenos Aires notamment. On devait la suivre. En 1954, Dwight Eisenhower avait signé le traité de Grenade avec une race de gris extraterrestres. Ils avaient convenu de partager la technologie extraterrestre et en même temps, ils étaient autorisés à se saisir d'êtres humains une certaine quantité tous les ans pour faire des expériences. Mais les petits gris ont demandé de rester anonymes. La technologie humaine a pu ainsi faire un saut immense en très peu de temps avec les microchips, les fibres optiques, le laser, etc. Le traité de Grenade a été très bien, mais il a conduit aussi à énormément d'abductions sur des êtres humains, mais aussi, d'un autre côté, à permettre à tous les gouvernements d'atteindre leurs objectifs. La part la plus intéressante est que tous les ans, il y a environ 8 millions d'enfants qui disparaissent dans le monde, et on pense qu'un tiers d'eux sont séquestrés par les agents du gouvernement et sont transportés dans quelqu'une des 1477 installations militaires souterraines de la planète. Elles sont là détenues pour l'intégralité de leur vie. Donc plusieurs millions d'enfants sont soumis à des expériences biologiques et génétiques et des dissections qui sont réalisées par des scientifiques humains, mais aussi une espèce de grille extraterrestre. Dans ma vie, dans mon existence, dans les vies souterraines, notamment à Phoenix, en Arizona, j'en ai vu plusieurs. Et j'ai vu plusieurs de choses qu'on faisait sur ces enfants, comme on leur administrait des drogues, on les entendait crier, ils étaient torturés du matin jusqu'au soir. Ensuite, les corps étaient incinérés dans les installations. Mon point de contact avec cette base était le lieutenant-colonel Charles T. Lininger. C'était un hybride mi-alien, mi-humain. Il était préparé pour faire cette sale besogne. En 1994, la Congrès de la population mondiale au Caire, en Égypte, a réuni 160 nations participantes. Tout le monde s'est mis d'accord pour contrôler les naissances. Parce que sinon, le monde serait à court de ressources. Il y a eu un accord qui a été signé pour la réduction l'élimination de 6 milliards d'êtres humains, dont on devrait passer à 800 millions pour l'année 2030. Un certain nombre de méthodes. Donc, faire disparaître 95% de la population mondiale, c'est pas facile. Alors, on a trouvé un certain nombre de moyens qui ont été planifiés. Ces moyens sont les suivants. C'est de pulvériser avec des avions des toxiques, de les mettre dans l'eau et de le mettre dans tout ce que les humains mangent et boivent pour, en 20 ans, arriver à les faire crever le maximum d'entre eux. On mettait des barils entrés de fluor dans les départements des eaux de Denver, de Chicago, de Tampa, de tous les États-Unis. De faire crever le maximum de gens, donc après les avoir intoxiqués et provoquer des cancers par tout simplement des virus et des bactéries qui leur étaient transmis à travers la vaccination. Donc en laboratoire, on s'est livré à toutes sortes d'expériences cachées du public pour créer des virus mutants et des bactéries mutantes et pouvoir faire crever le maximum d'êtres humains. Les expériences ont commencé d'ailleurs en 1918 sur le virus
de la grippe la grippe espagnole qui a permis de tuer 40 millions de personnes. Et ensuite, ça a continué. Et l'objectif, en fait, sera atteint en 2017. Après 2017, en principe en 2018, eh bien, on va avoir apparaître une grippe mondiale un peu spéciale qui donc permettra de mener à bien les plans d'extermination des êtres humains qui est prévu. C'est donc de pulvériser des neurotoxines et des nanotechnologies en les incorporant tout simplement au carburant, mais aussi en les mettant dans des avions cargo qui sont chargés tout simplement de les diffuser au-dessus de la population pour créer des maladies respiratoires, toutes sortes de pathologies. Alors ce plan monstrueux, il a commencé en 1990. Ce plan monstrueux, il a bien été commencé, sauf qu'en 1997, on a commencé à avoir des manifestations ovni qui étaient un peu menaçantes et qui sont venues mettre des grains de sable dans cette mécanique. C'est plus connu maintenant sous le cas des lumières de Phoenix en Arizona en 1997, où un vaisseau spatial de plus d'1 kilomètre de long est tout simplement passé autour de la ville. Il y a là la plus grande centrale nucléaire au monde. Cet ovni a été vu environ par des 1000 personnes, y compris le gouverneur d'Arizona, et il n'y a eu aucune explication logique à ce survol. J'ai compris que nous n'étions pas seuls et aussi en fait qu'il y avait d'autres races que celles avec qui le gouvernement des États-Unis avait passé un accord. J'ai pu moi-même interviewer un certain nombre de personnes qui avaient été témoins et dont cette apparition avait véritablement transformé la vie. En 1986, j'ai été assigné dans une installation souterraine près de Boulder, dans le Colorado. J'ai alors rencontré le projet Skybeam qui m'a été présenté par un général. Ils m'ont fait rentrer dans une espèce de grand hangar où il y avait un bombardier furtif. Dans ce hangar, le général Andrew m'a confronté à un bombardier furtif et m'a demandé ce que c'était. Mais en réalité, il flottait au-dessus du sol, mais c'était un hologramme, il n'avait aucune existence, un peu comme les avions qui ont été utilisés pour simuler les attentats du 11 septembre. C'était un hologramme projeté. La technologie de l'hologramme a beaucoup progressé au cours des années. Elle a été initiée à partir des années 50 et on ne pouvait pas imaginer comment on arriverait à produire des choses pareilles. Ce bombardier paraissait parfaitement solide et véritable, mais non, il était pourtant une illusion. Imaginez-vous qu'on peut projeter ce genre d'hologramme à des centaines de mètres dans le sol et les personnes ne pourront pas savoir s'il s'agit d'une illusion. Ça a été le cas à Phoenix, en Arizona, où en fait le projet Skybeam a fait la plus belle séance de cinéma sur le public depuis l'histoire du cinéma. Ça a dépassé toutes nos espérances et puis ça a même dépassé l'essai qui avait été fait avec Orson Welles dans sa lecture à la radio de la guerre des mondes qui avait paniqué une partie de la population. Et là, on a étudié les réactions de la masse, notamment face aux ovnis. Alors, les journaux des États-Unis sont payés, les médias des États-Unis sont payés pour tromper le public. Ça sera l'année 2024 avec un événement qui va traumatiser et l'humanité qui va changer son futur. Le monde sera victime d'une attaque extraterrestre massive qui sera en réalité projetée sur la base d'hologrammes pour totalement paniquer les gens après donc des épidémies, après du contrôle policier, après des grandes difficultés sociales et bancaires. Donc ça sera un truc réellement destiné à provoquer le chaos et donc mettre les gens en état de choc. De cette manière, les États-Unis, avec la couronne britannique, pourront imposer un gouvernement mondial centralisé auquel personne ne pourra opposer aucune résistance. Ils seront les maîtres d'un nouvel ordre mondial. Ils imposeront donc par la vaccination un puçage général de la population et à ce moment-là, le piège se refermera, nous deviendrons des esclaves et ils contrôleront totalement notre durée de vie. Le seul moyen que nous avons d'empêcher tout cela est de les démasquer, c'est-à-dire de prévenir le maximum de gens, mais il faut savoir que face à nous, on aura de la résistance parce que les policiers et les militaires seront totalement à leur service et inféodés à leur service.
C'est très dur pour moi de voir les personnes vivre innocemment comme ça. Ils ne savent absolument pas ce qui est prévu pour eux et que la plupart d'entre eux vont être amenés à disparaître. Tout cela va de toute façon bientôt finir. Levez la tête et regardez autour de vous. Regardez ce vol qui est en train de passer, en train de déverser des produits chimiques alors qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer devant nous. Je me sens véritablement sans défense. J'aimerais hurler et dire à toutes les personnes ce que je sais, mais en réalité, tout le monde me rirait au nez. On pourrait douter de tout cela, mais je l'ai vu dans les yeux de Joe, qui nous disait tout simplement la vérité, une vérité directe, une vérité épouvantable que j'ai vue dans ses yeux. J'ai vu la peur dans ses yeux, une peur que je n'avais jamais vue de toute ma vie. Et cette peur panique, elle était dans les yeux d'un homme qui n'a pas hésité à tuer et à assassiner lorsqu'il était au service du gouvernement. Serge Monod, bonjour. Bon, moi, en fin de compte, pour bien situer ceux qui nous regardent dans le contexte de ce rapport-là, des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Donc, le document original en anglais, qui était en caractère très serré, n'a jamais été publié intégralement aux États-Unis. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, Serge, on aimerait savoir ce que tu en penses, puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps. J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie. J'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines, au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ. La façon que ça a été organisé, ça passe inaperçu, dans le sens que la majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaines, mais ce qui est quand même bizarre, comme celle qui se trouve en Floride, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on trouve des prisonniers de droit commun au niveau civil. Et après avoir fait des recherches dans différents camps, y compris en Alaska, on a fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps en activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus à l'heure actuelle. On a des rapports que sur l'entraînement, ce qui va sûrement surprendre des gens, l'entraînement de troupes militaires soviétiques, coréennes, de Mongolie, d'anciennes régions du bloc de l'Est sur la frontière du Mexique, sous le couvercle des Nations Unies, et ces troupes traversent la frontière mexicaine, américaine et canadienne sans jamais être badrées par les gardes frontières. On a juste à poser, bon écoutez, sécurité ou secret d'État, et à ce moment-là, plus personne n'ose parler de quoi que ce soit. D'accord? Le fameux complexe militaro-industriel et américain, qui a continué de grandir et qui s'est drôlement accru en importance, surtout pendant la guerre du Vietnam, est un gouvernement à l'intérieur du gouvernement américain, mais un gouvernement aussi indépendant avec toutes ses structures, excessivement puissant. Il est à remarquer qu'on est en train, en même temps à l'heure actuelle aux États-Unis, de mettre sur pied ce qu'on appelle une force de police nationale tout à fait spéciale, dont, d'après les sources d'information que j'ai, les uniformes sont noirs, les chars d'assaut sont noirs, les hélicoptères sont noirs, tout l'équipement est noir d'un bout à l'autre avec des sigles rouges dont j'attends des copies.
C'est un triangle rouge, effectivement, avec supposément 3 sets renversés qui correspondaient à des 6, tout différents, tout dépendant de l'endroit, l'angle sur lequel on le regarde. L'ex-agent de la CIA a confirmé qu'effectivement, toutes les sources d'information dans la revue étaient réelles. Et il a aussi manifesté son énorme surprise à savoir comment ça se faisait qu'un journaliste canadien puisse posséder autant d'informations que ça, surtout sur des sujets qui n'ont jamais été publiés nulle part, qui ne sont pas connus des populations. La façon que les plans sont mis sur pied aux États-Unis, de sources sûres, avec preuve à l'appui, on sait que par le biais des Nations Unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial pour l'an 2000. Milieu 1999 en 2000, avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. De toute la planète. De toute la planète en même temps. Ça explique beaucoup, en fin de compte, les voyages de la navette spatiale et tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace. Mais pour revenir aux camps de concentration, les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camp de rééducation pour tous ceux qui ne seront pas d'accord avec l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Et il faut dire que toutes les techniques utilisées ou expérimentées entre la CIA et la médecine militaire aux États-Unis vont faire l'objet d'un prochain dossier que je vais publier là, après celui-là dans le courant de septembre. Et qui va démontrer en profondeur toutes les manières dont ils vont s'y prendre pour faire des lavages de cerveau, briser la personnalité, rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter un nouvel ordre mondial, même s'ils ne veulent pas l'accepter. Ils sont rendus très loin au niveau de la recherche technologique dans ce domaine-là. Oui, mais il y a un seul problème, c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Donc, Hitler était un terrain d'essai, en fait. Un terrain d'expérimentation. De la même manière, comme j'en ai déjà parlé, que l'URSS a été un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international. Écoutez, vous avez fait quelque chose sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre. J'ai dit, j'aurais souhaité faire quelque chose de semblable, mais j'ai dit, ça concerne plutôt les années 90. Là, j'avais des bizarres de réactions devant moi. Ouais. D'après ce que j'ai ici, c'est un état de choc général à beaucoup d'endroits. Ouais, mais d'un autre côté, c'est très difficile d'essayer de faire passer un journaliste pour un paranoïa quand que le journaliste en question arrive avec des preuves et des références qui sont vérifiables. Deuxièmement, si un journaliste à l'époque de 1930 avait poussé une enquête aussi loin que ce dossier-là, à cette époque-là, ça aurait changé beaucoup de choses. On a vu des fous qui ont tiré sur des filles à Polytechnique. À partir de là, on a fait des pétitions. Il faut désarmer les gens, il faut désarmer. Alors, si on s'apercevait que c'est vrai tout ça, comment on pourrait empêcher ça? La chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. Par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la voie libre à tous les niveaux parce que, au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On a dérégionalisé sur toute la planète et on a juste à regarder les cartes, en fait, géographiques de 1930 au niveau agricole et les cartes géographiques au niveau agricole de 1990 pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour ramasser les gens au niveau des villes. Leur enlever tout moyen d'indépendance. D'autonomie, d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est des rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Il y a des fraudes invraisemblables dans le milieu pharmaceutique à l'heure actuelle. J'ai reçu des documents là-dessus et je vais en parler dans d'autres émissions à un moment donné où les compagnies, les multinationales pharmaceutiques s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient
des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas de besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là, et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie, sans être capables de trop réagir. Écoutez, ça va bien, on est calmé, on ne connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins on est calmé pour être capable de les supporter. Non, mais personne non plus aime se faire conduire ou se faire diriger contre leur volonté. Et c'est ce qu'on est en train d'instaurer à l'heure actuelle. Je vais te dire une chose, après des documents que j'ai reçus dernièrement, juste au niveau de la famille. L'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Et à l'intérieur duquel, on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation et de quelle façon qui s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à leur faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie. Tout est nouveau, donc, par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on regarde une des choses qui a été faite au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis, et semble-t-il au Canada aussi, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, va être considérée au niveau des nouvelles définitions comme une personne étant atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme, juste considéré, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours. Elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre. Tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne. Elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux. On leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. C'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Par exemple, au niveau des Nations Unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. Il y a quand même deux sortes de francs-maçons. Il y a quand même ceux qui font partie de ce qu'on appelle le Grand Orient de France, et qui sont ceux qui ont pensé la Révolution française, les Illuminati, qui l'ont mis sur pied, qui ont mis sur pied le système communiste, qui ont mis sur pied le nazisme en Allemagne, et ceux qui font partie d'un franc-maçonnerie comme étant un club tout simplement social comme il y en existe au Québec. Les gens se rendent compte, ils ont des pique-niques de fin de semaine, des choses, il n'y a rien de dangereux dans ces loges-là au Québec. On ne parle pas de la même chose, là, sur lequel je vais donner une conférence demain là, à Saint-Sauveur, et qui porte sur les nouvelles technologies développées entre la CIA et les forces militaires américaines pour le contrôle direct des individus, indépendamment de leur volonté. Merci, c'est à ce moment-là. J'espère que vous serez toujours vivant. J'espère moi aussi. Once we go through this consciousness shift, we're going to have a closer connection with our higher selves and the Akashic realm. No one will be able to deceive you. No one will be able to sit there and lie to you. No one will be able to hide anything. It'll all be accessible. And the longer we spend in this new
consciousness vibration, and the more we learn how to use it, the more and more impossible it becomes to hide anything from us. That is the reason why these different Rothschild and Rockefeller groups recently tried to cause a civil war within UFO communities. We're coming together too much for their taste. They cannot allow us to come together and begin to focus and co-create. They're going to do everything in their power to prevent that. But until we begin to stand up and use our own power, then we're always going to be slaves. And as soon as we realize that, we're creating a new reality. So I'm asked, what's going to happen first? Are we going to get disclosure, and then there'll be an ascension, and then our consciousness expands? My answer is, I don't know. We're going to co-create that reality together. It's up to each of you how this is going to unfold. But we got to put aside these different belief systems, not allow them to even be a part of the conversation. We have to come up with a common goal, and our common goal is we want to know. We want disclosure. That is the bind that will bring us together and allow us to co-create the disclosure we want. If we're going to wait for our government to walk up to a podium, or the Pope, or anyone else, and say, okay, there are aliens, well, we're going to wait forever. We have to force the situation. We have to become very active. We have to come together, organize. When we get a full disclosure, it's going to be like a punch in the gut. All of our little belief systems are going to be destroyed before our eyes. Even us, we're not going to be hopping up and down and celebrating. We're going to be sitting there next to everyone else with our jaws on our chest. It's going to include all of the pedophilia stuff. It's going to include all of the galactic slave trade. Very, very upsetting things. People like us, we will be able to deal with it better than those who are totally asleep. But if we get disclosure, we're going to basically have to go and counsel our families. All of us are going to be shocked. None of us are immune. What we need to understand, this disclosure that we're asking for is extremely important for us to be able to move on as a species. They're going to be this Nordic group and a couple other very human-looking groups are going to be working with us to reduce the shock on our civilization. We're going to have a very visceral reaction to beings that don't look like us. So for our own comfort level, the beings that are more genetically compatible with us are going to begin to interact with us and help us not only adjust to the energies, but to understand the consciousness aspect. And they're going to come in and say, okay, there's been a change. You see things differently. You think differently. You know each other's thoughts. There are no lies that can be had between you. And they're going to take us by the hand as a loving cosmic family member, and they're going to assist us. They're not going to do the work for us. We've got to come together, organize, and begin to demand disclosure. And, the best way to do that is not to go out and talk about little green men. The best way to get this out is to talk about the technologies, the suppressed technologies. There's been cures for cancer for 70 years. Every living thing has a bioneural frequency, and they can nullify that frequency. They can go in and detect, okay, here's the frequency of this cancer. And then they apply a field to it that just turns it off. It's that easy. We have a part to play. We can't sit back and wait for an announcement. We can't sit back and wait for a positive ET group to come in. They're sitting back waiting for us, to be honest. They're waiting for us to activate. We have to be a part of a solution. What they want us to know is you don't need religions, you don't need saviors. You are the one that you've been waiting for.
pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou me goinfrer, c'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé, je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul, ouais, t'es plus qu'un salarié. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter, c'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler, la victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête de critiquer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé.